La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton, l'une des plus grandes fêtes musulmanes. L'Aïd el-Kébir commémore le sacrifice d'Abraham et constitue un moment de ferveur religieuse marqué par la prière, l'immolation de moutons et des retrouvailles familiales. Le président de la transition accomplit son devoir religieux au palais présidentiel. Le général d'armée Assimi Goïta a salué les résultats de la force unifiée de l'AES avant d'inviter les peuples à l'unité. Hajj 2025, après Arafat, les pèlerins ont commencé tôt ce matin à accomplir le rituel de la lapidation des stèles à Mina par le lancement des 7 cailloux, une des dernières étapes du pèlerinage. Nos compatriotes ont profité de ce rituel pour formuler des bénédictions pour la paix et la stabilité au Mali. Vous les entendrez au micro de nos envoyés spéciaux. Toutes nos excuses pour ce problème d'aiguillage. Vendredi, jour de fête pour la communauté musulmane, au nom de la rédaction, je vous souhaite bonne fête de l'Aïd el-Adha. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. L'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton. Les fidèles musulmans ont prié ce vendredi dans la ferveur avant d'immoler leur animal. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a prié dans la salle des banquets à Koulouba. C'est en présence du premier ministre, du président du CNT et d'autres personnalités. Le chef de l'État a salué les résultats enregistrés par la force unifiée de l'AES. Le général d'armée Assimi Goïta rassure que la lutte implacable contre les terroristes sera menée jusqu'à la victoire finale. Le reportage de Alousseni Touré. Ici à Koulouba, la cérémonie a commencé par l'exécution des 2 rakats traditionnels. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ensuite a suivi le sermon qui a eu pour thème le sacrifice de l'Aïd comme preuve d'adoration et d'intercession entre le fidèle et son créateur. Le sang ainsi versé serait, selon l'imam Touré, un signe de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez sûrs de la véracité de votre religion, a-t-il clamé, tout en invitant les fidèles à n'adorer qu'Allah, le Seigneur des mondes. Ce sacrifice du mouton est le meilleur de tous les autres sacrifices, dira-t-il, avant de prier pour le repos de nos soldats morts au front pour notre dignité, la dignité de notre pays. L'imam Touré a également prié pour qu'Allah répande sa protection et sa baraka sur notre pays et l'ensemble de nos autorités afin que ces dernières puissent accomplir les nobles ambitions pour le Mali. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا الله يا الله اختم لنا بما ختمت به لأنبيائك ورسلك وأوليائك وعبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Le président de la transition a saisi l'occasion pour rendre hommage à nos disparus, prompt rétablissement à nos blessés et réaffirmer la ferme volonté des dirigeants de l'AES de continuer la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le tout miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour béni. La fête d'El-Kébir est par excellence un moment de retrouvailles, de communion, de partage, de pardon et surtout de prière. Prière pour le repos éternel de nos disparus, prière pour la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de l'AES. Et je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des vaillants soldats de l'AES qui ont perdu la vie sur le champ de la dignité et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais aussi féliciter la force unifiée de l'AES qui a engagé des succès remarquables malgré les multiples attaques lâches et barbares des groupes armés terroristes. Et je voudrais aussi rassurer le peuple de l'AES
et que la lutte contre les groupes armés terroristes est un engagement national, international auquel les pays de l'Est ont souscrit. Raison pour laquelle nous allons mener une lutte implacable contre cette menace en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances et sans esprit de recul. Je voudrais aussi saluer le soutien constant des populations de l'AES et demander de rester mobilisés jusqu'à la victoire finale. Une fois de plus, bonne fête à la communauté musulmane de l'AES et d'ailleurs. Et bon retour aussi à nos pèlerins, qu'Allah accepte leurs prières et leurs bénédictions. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بالخير. لك غسلوا شاي لك غسلوا شاي لك قدوا وجابي لك هركاني لك أنت كان سترة. Puis Allah a accepté les doigts. Amen. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lui a accompli la prière de la Tabaski en compagnie des soldats en signe de solidarité avec l'ensemble des forces combattantes. À l'issue de la prière, le chef de l'État a rappelé que la religion ne devrait servir à unir, à renforcer l'amour pour les autres et pour la patrie. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi réaffirmé l'engagement de ses pairs à combattre le terrorisme dans l'espace AES. Le point avec Nyarkitida. À cette place et autour du chef suprême des armées, le garde-à-vous est à Allah. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accompli la prière de la Tabaski avec les soldats. Un moment de prière et d'introspection sur la vie de la nation. C'est aussi une occasion pour rappeler l'importance de la religion. La religion devrait être quelque chose qui nous unit, qui renforce la foi, qui renforce donc l'amour pour le prochain, l'amour pour la patrie. Et les forces de défense, les forces de sécurité qui se battent sur le terrain, et c'est à travers la religion qu'ils puisent leur foi, l'amour de leur prochain, l'amour pour leur patrie, qui fait qu'ils se battent jusqu'au sacrifice suprême. Et je pense qu'aller prier avec donc, les hommes, c'est un message porté donc à toute la nation pour qu'on puisse puiser leur exemple, qui est d'utiliser la religion pour renforcer leur foi, leur amour pour leur patrie, se battre jusqu'au sacrifice suprême. Et que tout un chacun de nous devrait utiliser la religion pour nous unir, au lieu que la religion nous divise. Donc c'est ce message que je voulais faire passer en allant cette fois-ci donc auprès de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie, prier avec eux, prier pour le retour de la paix du Burkina Faso, pour que la religion puisse être donc un facteur d'amour et d'unité. La religion doit être un facteur d'union et d'unité selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle constamment à l'union, à la fraternité et à l'amour du prochain. Ainsi invite-t-il les Burkinabés à toujours porter le Faso dans leur cœur, mais aussi dans les prières. Un peu plus tôt dans la matinée, le président du Faso, dans un message sur les médias sociaux, rend hommage aux fidèles musulmans du Burkina Faso et de la diaspora pour leur contribution à la paix et à la sécurité. Il exhorte également tous les Burkinabés à cultiver la tolérance religieuse et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, indispensable à l'édification d'une nation forte, prospère et souveraine. Enfin, le capitaine Ibrahim Traoré souhaite surtout que Dieu accompagne les forces combattantes sur le terrain avant de formuler des vœux de prompt rétablissement aux blessés et de repos éternel aux disparus. Retour à Bamako et direction la grande mosquée où la tradition a été respectée. C'est le grand imam Amadou Kali qui a dirigé la prière. Dans son sermon, il a invité le peuple malien à l'unité et au respect des principes de l'islam. Le reportage de Aridou Matina.
Aïd el-Kébir, aussi appelé Aïd Adha ou fête du sacrifice, est une fête musulmane qui commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu qui ordonna qu'il sacrifie son fils Ismaël. Comme il y a des traditions dans la capitale, la grande mosquée de Bamako est prise d'assaut à l'occasion de chaque Aïd el-Kébir par les croyants musulmans pour la traditionnelle prière. L'essentiel du sermon de l'imam était axé sur la paix, la recherche de la paix, l'union sacrée autour du Grand Mali. Compte tenu aujourd'hui de la situation sécuritaire, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'arme du croyant, c'est la bénédiction. Donc nous, en tant que communauté musulmane, donc, nous devons amplifier les bénédictions en faveur de notre pays, comme stipulé dans le Coran où Dieu dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Regroupez-nous tous autour de la corde d'Allah. Nous devons tous nous regrouper autour du Grand Mali, qui est notre seul héritage. Le message le plus important pour s'en sortir, c'est l'union. Que les gens se donnent la main. Et je prie Dieu qui nous a permis de voir ces grands jours, que Dieu nous permette de voir d'autres beaux jours, d'autres jours ensoleillés, des jours qui vont faire que le Mali sera le pays le plus convoité du monde. Une émotion renouvelée quand ce jour arrive, parce que c'est l'un des jours les plus importants en islam. Il conclut une période très très importante également. Nous sommes au lendemain de Arafat, où Dieu lui-même a dit qu'il ouvrait son paradis. Les portes du paradis sont donc grandement ouvertes à nos supplications, ouvertes à nos prières, ouvertes à nos demandes. Et cela est d'autant plus déterminant que nous-mêmes, nous sommes dans une situation assez compliquée depuis des années. Et c'est donc l'occasion pour nous d'appeler la grâce divine. Place ainsi au sacrifice rituel observé par l'imam de la grande mosquée, un acte spirituel de grande portée qui ouvre la voie aux fidèles pour l'immolation d'un mouton. Et dans la cité des 333 saints, la population s'est retrouvée à la place de prière collective Sarkila pour fêter l'Aïd el-Kébir. Et c'est l'imam Alpha Ibrahim Ben Essaouti qui a dirigé les 2 rakas. Dans son sermon, il a mis l'accent sur la solidarité, le pardon et l'acceptation de l'autre. Le reportage de Najim Baba Sissé. La place de prière collective Sarkila, bondeux de fidèles musulmans, venus s'acquitter de Raka de l'Aïd el-Kébir. L'imam de la grande mosquée officiant cette prière axe son serment sur le partage envers les plus démunis. C'est une fête instituée par Allah pour que les fidèles puissent se mettre ensemble, se pardonner, taire les rancœurs et dissoudre les différends. Puisse Allah, le Tout-Puissant, nous mettre sur le droit chemin. Puisse Allah mettre dans nos cœurs la compassion, les pardons et l'acceptation de l'autre. Malgré la conjoncture socio-économique mondiale, les fidèles de la région de Tombouctou ont pu fêter dans des conditions acceptables. Il est demandé à tout le monde, surtout notre pays depuis longtemps, nous sommes dans une crise. Donc il est demandé à tous les fils de ces pays-là de se pardonner, de se donner la main. Rien ne peut changer notre pays. Il faut qu'on se donne la main, créer la confiance totale entre tout le monde pour sauver notre pays. L'occasion est saisie par le directeur de cabinet du gouverneur pour saluer la résilience des populations tout en les invitant à collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin qu'elles puissent jouer pleinement leur mission. Le message que je lance à l'endroit de toute la population, c'est de continuer à croire en leur armée, de continuer à croire également aux autorités de la transition qui œuvrent inlassablement jour et nuit
pour le rétablissement de la paix et de la sécurité. Donc, ce faisant, nous invitons l'ensemble de la population à continuer à collaborer avec les forces armées et de sécurité. Afin de permettre aux fidèles de célébrer l'Eid el-Adha dans la sérénité, le commandement de la 5e région militaire a déployé un dispositif sécuritaire à la place Sarkela, mais aussi sur les différentes artères de la ville. Dans la cité religieuse, c'est la grande mosquée El Hadji Oumar Tall qui accueillait les fidèles. Après la prière, l'imam de la grande mosquée de Nioro, Alpha Diakité, a également appelé les Maliens à la tolérance et au vivre ensemble. Le reportage de Moussa Diakité. C'est dans une ambiance de paix et de vivre ensemble que les fidèles musulmans de la région de Nioro ont fêté ce vendredi 6 juin la fête de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée El Hadji Oumar Tall. Il est 7h50. Dans son sermon, l'imam Diakité a prié le Tout-Puissant pour le retour du calife Amadou Hadi Tall, enlevé par les forces du mal il y a 6 mois. Il a également prié pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays, avant d'appeler les fidèles musulmans à l'entente, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le jour qui est un grand jour de l'islam, c'est le jour où le bon musulman pardonne son prochain et demande pardon à Allah. Il prie pour son bonheur et pour le bonheur de tous. L'imam dans sa Koutouba a prié pour tout le Mali. Et c'est ce que nous avons souhaité. Le calife qui a été enlevé ici, comme beaucoup d'autres Maliens, nous prions pour eux. Et nous prions pour la stabilité de notre pays. Nous en appelons à nos frères, nous en appelons à nos sœurs, à toutes les personnes de bonne volonté, que les Maliens acceptent la tolérance, que les Maliens soient solidaires, que les Maliens fassent la cohésion. Il est obligatoire sur chaque musulman de connaître sa religion. Si on connaît notre religion, tout problème qu'il y a là, ça va finir. Le Haut Conseil islamique du Mali a demandé à tout le monde de se pardonner. Qu'on se pardonne et qu'on se tolère également et qu'on se comprenne et qu'on dialogue, qu'on parle entre nous. En ces jours de fête, nous prions Allah pour qu'il sauve notre pays et ses dirigeants. Nous prions pour nos femmes. Bonne fête. Avant de se souhaiter bonne fête, les fidèles musulmans de la grande mosquée de Nioro ont suivi avec intérêt l'immolation du mouton de l'imam. Et nous sommes à Ségou. La fête de Tabaski se veut un moment de prière, de véritable communion, d'entente et d'entraide. Les familles Keïta et So, fortement imbibées de ces valeurs culturelles, passent à la fête dans une parfaite harmonie. Un bel exemple à suivre au moment où on prend la promotion de nos cultures. Pour en savoir davantage, Amirou Diallo et Bassi Traoré se sont rendus dans ces familles au quartier Sokalakono, dans la commune urbaine de Ségou, suivant leur reportage. La fête de Tabaski à Ségou est un moment de communion, de joie et de retrouvailles. C'est aussi un moment privilégié dans nos valeurs culturelles. Pour la circonstance, les Ségouviens sont venus nombreux au Bercail. Nous sommes au quartier Sokalakono, précisément dans la famille Keïta. Chaque année, tous les membres de cette famille, de près ou de loin, se réunissent autour du vieux Keïta, le plus âgé de la famille. On est au nombre d'une centaine de personnes à peu près. Vraiment, la joie est très immense. Je suis vraiment comblé. Que la fête soit belle. Toute ma famille est présente. Et puis, après cet événement, je rassemble tous mes garçons pour leur parler de ce que la famille Keïta. Parce qu'il faut que les enfants sachent d'où ils viennent, d'où ils vont. Ça, c'est capital. Tant que je vis, on va rester soudés, on va rester ensemble. L'union fait la force. Pour les enfants, ce rassemblement a tout son sens. On mange ensemble, on cause ensemble, on fait tout ensemble. Ça renforce les liens de parenté. Je n'ai jamais fêté ailleurs. À chaque fois, à chaque fête de Tabaski, même si ça me trouve aux États-Unis, en France, je ferai tout pour me déplacer et venir fêter à Ségou. C'est une manière de se ressourcer. Ségou, c'est une ville extraordinaire. C'est ça notre fierté en fait. Dans la famille Keïta, toutes les belles filles habillées en uniforme font la cuisine en parfaite communion sous l'œil admiratif de leur belle-mère. La joie est immense pour moi aujourd'hui. Mes enfants, petits-enfants et mes belles-filles sont tous là. Vraiment, je n'ai rien à dire. Et entre mes belles-filles, c'est la cohésion totale. Venir fêter la fête de Tabaski avec notre belle maman. Je suis très contente
même les autres femmes aussi. Nous sommes très joyeuses. Il y a de l'entente. Dans le même quartier, nous avons fait un tour dans la famille So. Ici, côté cuisine, les cordons blés s'attellent à une tradition qu'elle perpétue depuis de longues années. Il s'agit de la galette communément appelée ngomi. Préparer la galette est une tradition dans la famille So. On est venu trouver que cela se faisait depuis belle lurette et on continue à le faire. Toutes les épouses de la famille So qui viennent préparent ensemble en harmonie totale. Dans les 2 familles visitées, les moins qu'on puisse dire, la fête se passe à merveille. Comme pour dire que l'union, l'unité, l'entraide qui restent liées à la notion de famille constituent des valeurs fondamentales à cultiver davantage pour les Malicrois. Selon les érudits, la célébration de la fête de Tabaski en ce vendredi saint est une chance pour les fidèles qui se voient doublement gratifiés ainsi par le Créateur. Après la prière de Tabaski, ils étaient une fois de plus nombreux à prendre d'assaut les mosquées pour celle de vendredi, une occasion privilégiée d'invocation et d'action de bienfaisance comme il a été recommandé par la religion. On en sait davantage avec Tchemoro Konaté. Vendredi, jour de prière par excellence pour les fidèles musulmans. Fidèles qui trouvent peu ordinaire ce 6 juin, car coïncident avec la fête de Tabaski. Cette fête, selon les érudits, marque l'étape culminante du processus d'accomplissement du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Toutes les actions phares concernant la dernière étape du Hajj se déroulent aujourd'hui. Il s'agit par exemple de l'immolation des moutons, du rasage des têtes des pèlerins, du parcours du trajet de Safa et Marwa pour tourner autour de la Kaaba. Les fidèles qui sont loin peuvent leur emboîter le pas en faisant aussi des immolations. Il s'agit de 2 fêtes religieuses qui recommandent aux fidèles musulmans l'intensification de la prière, des invocations, des bénédictions et surtout des actions caritatives dans la mesure du possible. Une posture dans laquelle s'inscrivent nos interlocuteurs prétendant bénéficier du jardin des délices éternelles. C'est très rare que la fête de Tabaski coïncide avec le vendredi. Si ceux qui ont eu la chance d'avoir ça pourront remercier quand même le bon Dieu. C'est une bénédiction pour les musulmans. On prie chacun de nous pour la stabilité de notre pays, pour la bénédiction de tous les fidèles. C'est vraiment une fête pour nous, la fête de Tabaski et puis la prière du vendredi. Vraiment, nous sommes très très heureuses. Je voudrais bien intensifier la prière de l'invocation de la fête de Tabaski et puis la prière du vendredi. C'est donc une coïncidence heureuse qui donne un éclat particulier à cette prière de vendredi. Coïncidence aux vertus immenses que de nombreux fidèles mettent à profit à travers des invocations et des prières. Que les prières soient acceptées. Le mouton est l'animal recommandé pour être immolé pendant la Tabaski. Il y a toujours des clients de dernière minute qui, pour des raisons financières, s'attendent à avoir un animal à un prix abordable. Ce fut le cas ce matin dans certains parcs à bétail. Le constat dans ce reportage de Salifou Idrago. La pilule est souvent amère à avaler pour les fidèles musulmans de dernière minute décidés de se procurer un bélier sacrificiel pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Ils sont nombreux en ce jour de fête à s'affairer, allant de vendeur à vendeur. M. Traoré, tout comme M. Yara, avec une bourse de 120 000 francs CFA en main, ne sont pas parvenus à avoir un mouton, pour diverses raisons. Je suis à peu près à mon 3e tour comme ça. Hier, je suis resté ici, alors jusqu'à 0h comme ça. Mais on n'a pas eu le mouton. On était obligé de repartir à la maison et revenir ce matin. Vraiment, c'est cher, très cher. Cette année, on dirait qu'il y a peu de moutons et les prix, vraiment, c'est très cher. C'est pas abordable pour un citoyen lambda, quoi. J'étais venu chercher un bélier, mais malheureusement, le prix est trop exorbitant. Donc, je vais essayer de chercher ailleurs. Autre lieu, même constat. Ici, les clients se plaignent de la surenchère des vendeurs cette année et lancent un cri de cœur. En tout cas, c'est pour qu'ils puissent alors juste demander alors, à ces vendeurs de moutons alors, de baisser un peu le prix
Alors pour que les gens puissent avoir, au moins chaque famille alors peut avoir un mouton, n'est-ce pas, dans sa famille. Voilà, ça c'est le souhait de tout bon chef de famille. Donc à y revoir quoi. Le contexte ici c'est l'aliment bétail ou je ne sais pas. La provenance on ne sait pas, mais ils n'ont qu'à essayer de mettre des dispositions en place pour que vraiment un citoyen lambda qui a un faible revenu puisse avoir quelque chose pour la fête. Dernière minute ou pas, le bélier pour le rituel sacrificiel de Tabaski n'a pas été facile à obtenir. Cependant, les uns et les autres ont tout fait pour rendre leur famille heureuse le jour de fête. Pour immoler l'animal, il faut des objets tranchants. À Gao, justement, la fête de l'Aïd el-Kébir est une véritable occasion pour les forgerons de se frotter les mains. Ils sont très souvent débordés par la clientèle. Aliou Idrissa Maïga est allé à leur rencontre. Je vous invite à suivre son reportage. À Gao, il n'y a pas une famille dans laquelle on n'égorge pas 2, 3, 4 moutons ou plus le jour de la fête de Tabaski. L'abattage et le dépouillement de ces animaux nécessitent forcément de très bons couteaux. Pour faciliter la tâche aux populations, à l'occasion de cette fête, les forgerons se sont installés partout dans les rues et sur les grandes artères de la ville de Gao. À chaque niveau, les clients se bousculent pour affûter leurs couteaux. Ce travail se fait à 2 niveaux. Nous confectionnons des couteaux à vendre. Il y a aussi les anciens couteaux que les gens amènent pour aiguiser. Dans l'ensemble, tout se passe bien et on s'entend bien avec tout le monde. Chez moi, il n'y a pas de prix fixe. Je discute avec mes clients et on finit toujours par se comprendre. On reconnaît le forgeron par ce travail. C'est un métier qui existe depuis des siècles. Nous l'avons hérité de nos grands-parents et nous ne connaissons que ça. Notre force, c'est la population. Nous sommes à sa disposition en cette fête de Tabaski où elle nous sollicite beaucoup. Certains viennent aiguiser les couteaux, d'autres aussi viennent acheter. De l'argent, on gagne bien ces 2 jours, Dieu merci. J'ai pu avoir 5 couteaux. Les 5 couteaux m'ont coûté 5 000 francs, à raison de 1000 francs, 1000 francs. La particularité de ces couteaux traditionnels n'est rien d'autre que chaque fois que tu penses que tu vois que ça ne donne pas, tu peux les amener encore chez les forgerons pour qu'ils puissent limer ça encore. Les autres couteaux, il faut les amener chez les machines. Moi, je préfère amener chez mon forgeron parce qu'il est de chez moi et c'est dans ça qu'il se nourrit lui aussi. Donc, si j'amène le peu que je lui donne, ça le satisfait. Chaque année, celui qui fait mes couteaux, et il m'amène aussi des couteaux gratuits. Pour les forgerons, la fête de Tabaski est un moment de récolte. Ce métier nous nourrit et nous l'exerçons avec passion parce que c'est un pan de notre culture. Pendant la Tabaski, nous sommes fréquentés par tout le monde. Donc, en plus de l'argent, nous tissons aussi des relations avec des grandes personnalités. La Tabaski, c'est vraiment notre saison. Beaucoup n'aiment pas amener leurs couteaux chez ceux qui utilisent les machines modernes. Certains aussi n'aiment pas acheter les couteaux modernes parce qu'ils trouvent que ça s'épuise très vite. Voilà pourquoi beaucoup de gens aiment venir chez les forgerons. Pour eux, avec ces couteaux fabriqués artisanalement par nos forgerons, la solution est tout de suite trouvée. L'islam, c'est la religion de tolérance et de solidarité. Une solidarité manifestée par l'ONG Muslim Hands Mali à l'endroit des centaines de familles de la ville de Kidal. Une opération de grande envergure de distribution de viande a eu lieu ce matin pour permettre à chaque famille de passer une bonne fête. Les précisions de Sidi El Medi Ag Al-Baka de ORTM Kidal. Sous l'impulsion de l'ONG musulmane de Mali, les populations déplacées, les veuves et les orphelins du camp d'Intekwa viennent de bénéficier d'une vaste opération de distribution de viande, une volonté inébranlable affichée par musulmane de Mali et ses partenaires. Une énième intervention qui séduit plus d'un à Kidal. J'essaierai de participer à cette activité qui soutient aux familles vulnérables du site d'Intekwa par Muslim de Mali à cette fête de Tabaski. Ce soutien permettra à ces familles vulnérables de fêter dans la dignité avec tous les membres de leur famille. Qui va permettre à se déplacer vraiment de fêter un peu comme tous les musulmans
vraiment en dégustant de bons morceaux de viande. Et je tiens vraiment à remercier Mali pour cette initiative. Cette opération est perçue comme une assistance aux plus démunis, une opération qui a permis d'écrire un sourire sur le visage de nos concitoyens en ces jours bénis de fête de Tabaski. Nous avons 208 ménages sur le site. Merci beaucoup, nous sommes très heureuses, nous sommes très contents de cette activité. Muslim and Mali incarne cet engagement sans faille de soutenir les populations en difficulté pour leur permettre de fêter en toute dignité. Un mot sur le Hajj 2025. Les pèlerins ont commencé dès l'aube de ce vendredi à accomplir le rituel de la lapidation des stèles Amina, cela par le lancement des 7 cailloux, un rituel qui constitue l'une des dernières étapes du pèlerinage. Les Maliens en accomplissant, ce devoir religieux ont fait des prières et formulé des bénédictions pour la paix au Mali. Ils s'expriment au micro de nos envoyés spéciaux Souleymane Kenza Sidibé, Toumani Diabaté et Amalandouri. Aujourd'hui, j'ai saisi l'occasion pour transmettre mes sincères vœux à toute la communauté musulmane du monde et à la communauté musulmane du Mali plus précisément. Que l'année prochaine nous trouve dans le bonheur et dans la meilleure santé et dans le bon état. Et j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte tous nos œuvres et qu'Allah nous dirige vers le droit chemin. Et j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde le bonheur éternel. Le Mali fait partie des pays qui ont consommé l'ensemble des quotas à lui. Donc c'est vraiment des avancées. Et tout ce qui est demandé par les autorités saoudiennes, ça a été respecté à tous les niveaux. On vient de terminer le Hajj ici à Mina. Dieu merci, donc c'est l'occasion pour moi de présenter mes meilleurs vœux et à l'ensemble de nos compatriotes maliens, à la communauté musulmane, à nos pèlerins qui sont avec nous. Je voudrais, à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski, souhaiter une bonne et heureuse fête à toutes les Maliennes, à tous les Maliens. Puisse Allah, le Tout-Puissant, accepter toutes nos prières et pardonner nos péchés. Vous savez, nous autres qui sommes ici à la Mecque, nous sommes allés à Médine, à la Mecque, à Arafat, à Mouzalfa, et partout où nous sommes passés, nous avons prié pour le Mali. Nous avons prié pour tous, pour nos morts et pour les vivants aussi. Et nous prions pour tous ceux qui ont perdu la vie. Et voyons comment les Bamakois ont fêté la fête de Tabaski. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Djuranche Djakité a fait un tour en ville. Des femmes habillées en uniforme pour l'occasion s'activaient à donner le meilleur d'elles pour servir des mets spéciaux aux convives. On regarde. Aïd el-Kébir ou la Tabaski est l'une des plus importantes fêtes annuelles en islam. Pour cette fête, des milliers de moutons sont immolés pour commémorer le sacrifice d'Abraham. Dans certaines familles, comme ici chez les Maïga, cette fête a été une occasion de retrouvailles. Beaucoup d'entre eux ont parcouru de longues distances pour venir fêter avec les parents dans la joie et la communion. Depuis le vivant de notre papa, paix à son âme, on a toujours eu à fêter ensemble, hein. Ça, c'est depuis, tous ceux qui nous connaissent le savent bien. Chacun, son foyer, venait dans la grande famille et ensemble, nous fêtons dans la joie, dans la convivialité, quoi. Je te dis que le cousin qui est à côté de moi, il a quitté Caille, il est venu. Caille et Bamako, c'est un peu loin maintenant. La grillade, c'est Youssouf qui s'en occupe. Et malgré la chaleur, il tient bon. La grillade, ça se passe très bien. Il y a trop de chaleur, bon, le feu est en train de nous fatiguer. La fête, ça se passe très bien. Pour ces jours spéciaux, les dames Maïga préparent des plats spéciaux. À chacune d'elles, une tâche. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Comme vous le voyez, voilà, nous sommes en famille. On essaye de se débrouiller à la cuisine. Voilà, donc comme chaque fête, on se met en uniforme pour nous identifier des autres femmes. Nous sommes une dizaine de femmes en train de préparer du riz cassé
avec sauce tomate. Je suis avec mes enfants, mes petits-enfants, mes belles-filles. Vraiment, je ne me plains pas. Moi, je suis là, je ne fais que manger. De la rive droite à la rive gauche, nous nous sommes rendus dans une famille Haïdara. Autour du chef de famille, ses frères, enfants et neveux. Ensemble, ils fêtent dans la convivialité. Aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski. Vraiment, nous sommes tous contents de Kaï jusqu'à Kidal. Vraiment, on dit Alhamdulillah, louange à Dieu. Et c'est le Tout-Puissant qui nous a montré cette grande fête de Tabaski. Et on demande à Dieu aussi de nous montrer pour l'année prochaine. Et on demande à Dieu d'amener la paix et la stabilité dans notre grand pays, le Maliba. La fête se passe très bien. Le menu du jour est un plat préféré de cette famille. Le plat du jour, c'est du couscous, accompagné de viande braisée. Tout comme à Bamako, l'enthousiasme autour de cette fête religieuse est grand dans les familles Traoré et Dambélé qui nous ont reçus à Kati. Chacune des familles, qu'elles soient élargies ou nucléaires, célèbre la Tabaski en sa manière dans la joie et la cohésion. Je suis avec les membres de ma famille, comme vous le voyez. On a passé la fête vraiment dans la bonne santé. Moi, je crois que ça, c'est l'essentiel. Nous remercions le Tout-Puissant Allah. Comme d'habitude, Dieu merci quand même, j'ai pu quand même abattre un bélier. Et ça, c'est vraiment... Nous remercions le bon Dieu toujours. Comme vous le savez, la fête, c'est le retrouvailles. Aujourd'hui, nous sommes à cette célébration de l'Aïd el-Kébir qui nous rappelle ce sacrifice voulu du prophète Ibrahim et que Dieu lui a donné la possibilité de sacrifier un bélier à la place de son enfant. Et cette pratique, nous la répétons tous les ans. Et nous sommes les hommes. La partie difficile pour nous, c'est courir chercher de l'argent, acheter le bélier. Nous amenons le bélier, on donne les prix de condiments, nous reposons. C'est l'occasion de remercier nos épouses, parce que c'est elles qui font le gros du boulot. Partout où nous nous sommes rendus, les intervenants n'ont pas manqué de formuler des vœux pour le pays et les forces armées nationales, mais aussi pour la réussite des projets personnels. Et dans le cadre des dossiers de l'enquête du président de la transition à la magistrature suprême, ce soir, nous vous parlons des acquis de la digitalisation et les perspectives. Vous vous rappelez certainement, le processus a été lancé il y a une année. La digitalisation, il s'agit des moyens de paiement et des services publics de l'État. Un engagement du président de la transition qui a permis de lutter contre la fraude tout en mobilisant des ressources financières. Dans le grand format que nous allons suivre, Nyanya Alou Traoré nous parle de quelques plateformes qui font le bonheur des Maliens en termes d'accessibilité aux services publics. On regarde. Notre pays plus que jamais lancé dans le numérique. La digitalisation des services publics est aujourd'hui un levier principal de modernisation de l'administration avec à la clé la satisfaction des citoyens face aux services étatiques. À l'enseignement supérieur, les étudiants, ils étaient obligés de se déplacer pour aller jusqu'à Kabbalah, faire les formalités pour avoir leur bourse, etc. Aujourd'hui, à travers une plateforme, ils arrivent à faire tout ça, les demandes de bourse, et si les bourses sont accordées, ils ont en temps réel les informations sur leur plateforme. Et avec la direction générale du commerce et de la concurrence, DGCC, les commerçants, avant d'importer les produits, ils doivent lever des intentions d'importation. On a réussi à digitaliser ça. Avant, ils devaient se déplacer pour aller à la DGCC pour faire les formalités, mais aujourd'hui, ils peuvent faire en ligne. Et ça fait un gain de temps énorme. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'un commerçant, s'il n'est pas en règle par rapport au fisc, il ne peut pas lever une intention. La digitalisation est également plébiscitée par les agents du service public. Ils saluent la simplification des procédures, l'optimisation et l'accessibilité des services à moins de coûts. C'est l'honneur de mon équipe de digitalisation ici en place. En réalité, la digitalisation, ce n'est pas pour rendre complexe les services que l'État doit rendre, c'est plutôt pour faciliter l'accès aux services publics aux usagers. Cette transformation digitale ouvre également la voie au développement de services innovants et personnalisés, mieux adaptés aux besoins spécifiques des administrés.
Ça permet de sécuriser nos documents, les questions de faux diplômes et autres. On peut apporter des solutions à ça, accroître les recettes de l'État, les sécuriser. Ça passe nécessairement par la digitalisation. La digitalisation implique la conversion de données, la mise en place de plateformes en ligne pour les services publics et l'utilisation d'outils numériques pour la communication et la gestion. Aujourd'hui, plusieurs départements ont réussi le pari de la mise en œuvre des initiatives de dématérialisation efficaces. Au ministère de l'Économie et des Finances, dans beaucoup de ces structures, le processus de dématérialisation est aujourd'hui un acquis. Aujourd'hui, les plans de passation annuels que les services nous transmettent sont totalement dématérialisés. Donc la transmission physique est déjà abandonnée. Pour les autres, maintenant, on va poursuivre pour que les dossiers d'appel d'offres, les rapports de déploiement, les projets de contrat, tout soit dématérialisé totalement. Le Trésor public étant au cœur des opérations financières de l'État, notamment en termes d'acquisition des ressources publiques et en termes de paiement des dépenses publiques, cette initiative présidentielle est venue booster les actions en termes de digitalisation des moyens de paiement au niveau des services du Trésor public. La digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État est une initiative du président de la transition qui avait annoncé dans son discours à Sikasso le 22 juin 2024 ce vaste chantier de modernisation de l'administration. Le général d'armée Assimi Goïta, dans cette vision, a sollicité l'engagement et la collaboration de tous les agents concernés pour assurer le bon fonctionnement du système, soulignant que cela renforcera la transparence et la responsabilité, la gouvernance et la sécurité en garantissant une meilleure traçabilité des actions administratives. Actuellement, il y a quand même un décret qui institue le comité de pilotage de la digitalisation qui est présidé par le président de la transition, le général Assimi Goïta. C'est lui qui donne les directives, les directions à suivre et les experts mettent en œuvre. Il y a eu des avancées, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est un grand chantier. Si nous voyons tout ce que la digitalisation peut apporter à un pays, je crois que ce n'est plus une option, c'est une nécessité pour nous d'aller vers ça. La simplification est certainement l'un des objectifs et bénéfices principaux attendus par les pouvoirs publics, avec la volonté de donner aux citoyens toutes les clés pour savoir vers qui se tourner en fonction de leurs besoins. Au ministère de l'Éducation nationale, un certain nombre de ces services s'y sont digitalisés via des applications et des outils digitaux. Au niveau de l'Éducation nationale, ils ont introduit une plateforme pour permettre de gérer les effectifs au niveau des différents établissements secondaires. Par exemple, on demande aux élèves d'aller s'enregistrer sur une plateforme pour savoir où ils sont, parce qu'on avait des élèves qui appartenaient à la fois à plusieurs établissements. Un seul élève pouvait appartenir à 5 établissements et l'État devait reverser des droits à ces établissements. Donc, à travers cette plateforme, on arrive maintenant à situer exactement où se trouve chaque élève, en tout cas au niveau secondaire. La cellule de la planification du ministère de l'Éducation dit qu'elle a pu économiser plus de 3 milliards grâce à ça. L'enjeu de rapidité et d'efficacité est également pris en compte pour répondre à des besoins spécifiques. C'est le cas au ministère de l'Enseignement supérieur avec l'opérationnalisation des Senou Kibarou. La plateforme permet à tous les étudiants, par exemple, de suivre sa situation boursière. Avec le Centre national des œuvres universitaires, grâce à une plateforme qu'ils utilisent depuis quelque temps, ils sont arrivés à économiser plus d'1 milliard par an depuis quelques années grâce à la digitalisation. Au niveau du ministère de l'Urbanisme, le secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière au Mali a mis au point l'application Ninacad, le numéro d'identification cadastrale. La plateforme a été créée pour sécuriser les biens fonciers. Le Ninacad adresse aujourd'hui, c'est un code. C'est pour attribuer à chaque lieu un code numérique qui permet de repérer, qui permet aussi de localiser,
qui permet aussi d'introduire des informations utiles pour la population, pour le public, et surtout qui va permettre aussi d'optimiser les services de livraison et les services d'urgence. La digitalisation des services publics a pour but, il faut le rappeler, de réaliser des économies d'échelle en réduisant significativement certaines dépenses de l'État grâce à la mise en place d'une administration électronique. Notre pays engagé dans un processus de transparence totale par la bonne gouvernance en a fait une de ses armes de combat. L'initiative est bénéfique. La direction des aéroports enregistre aujourd'hui des recettes honorables grâce à la mise en place du système informatique. L'aéroport Bamako-Sénou, qui a digitalisé la gestion d'un de ses parkings, à en croire les administrateurs de ce parking. Depuis sa digitalisation, les recettes sont passées étaient entre 6 à 8 millions. Maintenant, on est arrivé jusqu'à 42 millions par mois. Toujours au niveau du ministère des Transports, un contrôle assidu et une rentrée d'argent sont à l'actif du système de dématérialisation. La digitalisation, c'est vraiment quelque chose qui est venu pour, j'allais dire, accentuer ou donner beaucoup plus de rentabilité à l'État. Et donc, quand vous prenez par exemple un poste de péage comme Massala, Kati par exemple, Kati, avant la digitalisation, faisait 29 millions par mois. Et avec la digitalisation, ils sont passés à quelque chose comme 73 millions. Et donc, Massala, c'était quelque chose comme 1,5 million par jour. Et avec la digitalisation, ils sont passés quasiment au double, 2,5 millions par jour. Et donc, pour vous dire qu'effectivement, cette digitalisation a permis à l'État d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ces activités-là, et activités qui sont en réalité lucratives, puisque c'est ce qui permet en réalité d'entretenir nos routes. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les dernières plateformes présentées au Premier ministre sont les suivantes. Le système intégré de gestion des opérations du commerce extérieur. Il intervient dans le dispatching des demandes aux agents traitants de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Le système suivant, Nyasoro, est une plateforme digitale du mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés. Elle est centrée sur la digitalisation du processus d'affaires permettant une mise en relation efficace des acteurs économiques. Enfin, une plateforme de délivrance, de gestion et de suivi des certificats de jaugeage des camions-citernes de transport de carburant a été lancée. Elle est initiée par l'Agence malienne de métrologie. La plateforme digitale vise à lutter contre la prolifération et l'utilisation de faux certificats de jaugeage. Et dans le même registre, la cellule de la communication de la présidence a réalisé un magazine sur les principaux acquis dans certains domaines clés. Magazine que vous pourrez suivre à la fin de ce journal. Mais déjà, je vous invite à suivre un extrait. Dans un contexte marqué par des défis politiques, économiques et sécuritaires, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est engagé résolument sur la voie du redressement national. Depuis son investiture, il multiplie les initiatives pour poser les bases d'un développement solide, équitable et durable. À travers des actions concrètes et une vision claire, il redonne espoir à une population en quête de stabilité et de progrès. Dès le début de la transition, le président a su imprimer sa marque, celle d'un leadership pragmatique, tourné vers l'efficacité. Son approche inclusive favorise un climat de confiance, indispensable à la reconstruction. C'est ainsi que l'image des autorités coutumières a été soignée à travers l'instauration de la journée de légitimité traditionnelle. En instituant la journée de légitimité traditionnelle, le président de la transition reconnaît officiellement le rôle essentiel des autorités coutumières dans la préservation de l'identité culturelle, la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Sous la houlette du général d'armée Assimi Goïta, plusieurs projets structurants ont été lancés dans le domaine clé du développement. Un exemple, la réalisation des infrastructures routières. Parmi les chantiers majeurs en cours de réalisation, on note la réalisation de la route Koulouba-Samek-Kati et le tronçon urbain de la route numéro 27 Bamako-Koulikoro. Un regard sur le domaine de l'électrification.
Bien vrai que la société mère qui permet aux Maliens de bénéficier de l'électricité en plein temps traverse une période pas totalement rose, les efforts sont consentis pour soulager les Maliens. Dans ce domaine, le chef de l'État a été plus réaliste en mettant un accent sur les structures sensibles. C'est ainsi que les structures sanitaires de la capitale à forte fréquentation ont été ciblées en priorité pour leur doter de systèmes solaires pour le bien-être des malades et du personnel soignant. Voilà, magazine à suivre dans nos programmes juste après cette édition. Et nous arrivons à la page AES, c'est juste après le jingle. AES, actualité au Niger après la réunion des experts en santé des pays de l'AES tenue les 2 et 3 juin dernier à Niamey. Les ministres en charge de la santé du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis ce matin au Centre international de conférence de Niamey en vue de parachever la réunion des experts et poser ainsi les jalons d'une coordination et une bonne harmonisation des politiques sanitaires des 3 pays. C'était en présence de Hamadou Tchoudjani. Cette rencontre des ministres en charge de la santé des pays membres de la Confédération des États du Sahel AES, sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, s'inscrit dans une dynamique de mutualisation des efforts et des expertises des autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger en vue de franchir une étape importante vers la matérialisation de la Confédération AES, notamment dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique. Cette rencontre est en effet la suite logique de la réunion des experts en santé des 3 pays tenue du 2 au 3 juin 2025 à Niamey, sous la houlette du ministre nigérien de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi. Nous osons espérer que pendant les échanges des experts, à la lumière des thématiques qui ont été déroulées, à savoir la réflexion sur la création de l'organisation AES, en charge de la thématique sanitaire dans notre espace confédéral, la pertinence des thématiques 2, 3, 4 et 5 auront cerné les contours de la problématique sanitaire dans sa globalité. Prenant la parole au nom des ministres concernés, la ministre malienne de la Santé et du Développement social a rappelé l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision éclairée et inspirante des 3 chefs d'État, visant à améliorer significativement la situation sanitaire des populations dans l'espace confédéral. C'est un moment crucial pour notre confédération de nous armer pour faire face aux besoins immenses des populations. En effet, comme vous le savez, le 28 janvier 2024, le Burkina, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la CEDEAO. Ce retrait ouvre la voie à une réflexion approfondie sur la mise en place d'institutions confédérales qui faciliteront l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés par nos chefs d'État. Bâtir une confédération solide passe nécessairement par une offre de soins de qualité aux populations afin qu'elles participent pleinement à l'édification d'un Sahel économiquement prospère et culturellement rayonnant, dira le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Le constat est que nos systèmes de santé sont confrontés à des défis similaires qui sont: les spécialistes prendront le relais, la récurrence des épidémies, l'insuffisance de personnel qualifié et des infrastructures, l'inégalité d'accès aux soins, les contraintes de financement et l'absence de valorisation du patrimoine et des connaissances endogènes dans la gestion de la santé publique. Face à cette situation, la mutualisation de nos ressources humaines, financières et techniques n'est plus une option, mais une exigence historique. La réunion des experts en santé des pays de l'AES tenue du 2 au 3 juin 2025 à Niamey, parachevée par cette rencontre des ministres en charge de la santé des 3 pays, pose ainsi les jalons de la matérialisation d'un espace confédéral véritablement souverain et prospère.
Retour à l'actualité nationale avec un mot d'éducation à présent. Le ministre de l'Éducation nationale Amadou Sissavané a reçu hier les 6 candidats qui représenteront le Mali aux Olympiades panafricaines de mathématiques au Botswana, prévues du 8 au 18 juin prochain. Ils sont 3 filles et 3 garçons issus des académies de la région de Mopti, de Dioïla et celle de la rive gauche et de Kalabankoro. Ces jeunes lauréats ont promis d'aller défendre les couleurs du Mali avec honneur et dignité. Le reportage de Aïsseta Saliou Maïga. Les 6 candidats qui vont représenter le Mali aux Olympiades panafricaines de mathématiques au Botswana, prévues du 8 au 18 juin 2025, sont venus recevoir les bénédictions et les encouragements du premier responsable de l'éducation nationale avant leur départ. Et cette cérémonie de mise en route officielle est une tradition bien respectée par le ministère en charge de l'éducation nationale. Ces Olympiades donc vont bien au-delà d'une simple compétition. Elles sont un creuset de rigueur, de logique, de persévérance et d'excellence. Elles offrent également une tribune pour valoriser les mathématiques, susciter des vocations scientifiques et préparer l'avenir technologique et économique de notre nation. Les chapitres concernés, ils les connaissent déjà. Généralement, c'est l'algèbre, la géométrie, l'arithmétique et le combinatoire. Je pense qu'avec les formateurs, ils ont vu tout ça là. C'est d'être confiant, de réviser ce qu'ils ont fait, d'être curieux. Les 6 candidats, dont 3 filles et 3 garçons, sont issus des académies de la région de Mopti, de Dioïla et celle de la rive gauche et de Kalabankoro. Ils promettent déjà de défendre les couleurs du Mali à ces concours panafricains. Nous sommes assez fiers de nous, qu'à notre jeune âge, nous puissions aller représenter notre pays au-delà des frontières. Et c'est un grand honneur pour nous. Nous ferons de notre mieux pour que le drapeau malien puisse être au sommet. À noter que lors de l'édition 2024 des Olympiades de mathématiques tenues à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Mali a été honoré avec 2 médailles de bronze. Et bonne chance à nos cadets. L'Institut consulaire d'études et de formation est fin prêt pour accueillir ses premiers occupants. Son inauguration n'est qu'une question de jour. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué hier une visite au sein de l'établissement. L'ICEF entend contribuer à la professionnalisation du secteur privé. L'Institut est situé au 1008 logements. Le reportage de Youssouf Diakité. C'est dans une atmosphère empreinte de joie et de complicité que le ministre de l'Industrie et du Commerce est arrivé à l'Institut consulaire d'études et de formation INSEF, un pôle de formation d'excellence initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour répondre aux besoins de la professionnalisation du secteur privé. La finalité de cet institut, non seulement c'est pour offrir des formations qui répondent aux besoins du marché de l'emploi, mais aussi aux besoins de compétences des entreprises et des administrations du Mali. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali précise que la matérialisation de l'UNICEF est l'une des étapes phares de la concrétisation de la vision stratégique de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. La motivation de la création de cet institut, c'est pour contribuer au développement du secteur privé, mais surtout le renforcement des capacités des ressources humaines. Le ministre de l'Industrie et du Commerce se réjouit parce que, dit-il, la réalisation de ce joyau de formation cadre avec les objectifs du département. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de faire du secteur privé le moteur de la croissance de l'économie du Mali. Autant nous aurons besoin d'investissement, autant nous aurons besoin de réformes dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, autant nous aurons besoin d'infrastructures. Il est important de renforcer les capacités. C'est dire que l'Institut consulaire d'études et de formation reste désormais open pour tous vos besoins de formation. Sisabolé, cité SEMA.
Le fleuve est malade et même très dû aux actions de l'homme. Pollution, perte de biodiversité, danger sanitaire, le constat est sans appel. Le fleuve Bagoué suffoque sous le poids du dragage, mettant en péril l'utilité de cet héritage. Nous sommes dans le cercle de Kajolo, dans la région de Sikasso. Une opération coup de poing vient d'être lancée par les autorités régionales pour démanteler et mettre fin à cette pratique illicite et destructrice. Une mission a sillonné certaines zones aurifères de la région. Le reportage de Moussokoro Sérimé et de Souleymane Bamba. Face à la gravité de la situation, la région décide de lancer l'offensive contre ses ennemis de la nature. L'opération doit être dissuasive pour tous ceux qui ont des dragues, de se dire que ce n'est pas une activité licite, c'est une activité illicite qu'il faut abandonner tout de suite. Et les experts de l'environnement de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas peut-être en termes de pollution seulement qu'il faut peut-être voir. Il faut vraiment voir l'impact même vraiment de ces actions qui se passent sur le fleuve, sur la qualité de l'eau. Et au-delà de ça, quand on regarde un peu vraiment ces berges aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une dégradation. Nous, les services techniques ainsi que l'administration, notre devoir maintenant c'est d'appliquer correctement, en tout cas ces textes-là qui sont votés. La lutte ainsi enclenchée contre le dragage sur nos cours d'eau va s'intensifier avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Il faut la conjugaison des efforts des différents départements ministériels. Après cette mission de démantèlement, nous allons instruire à tous les préfets, à tous les représentants de l'État qui est pas l'installation, la réinstallation des dragues extraites déjà saisies. Cette opération aura permis d'extraire plus d'une quinzaine de dragues entièrement démantelées sur une centaine qui renferment les eaux de la zone aurifère du cercle de Kajolo selon les autorités régionales. Une opération qui a enregistré la participation des services techniques régionaux en charge des ressources naturelles et les sociétés minières de Siama et de Banco Sarl. Le Mali était à l'honneur le 7 mai dernier à Mouijan, au sud-ouest de la Chine. L'événement grandiose était le 19e Festival international des jumeaux avec la participation de plus de 1000 jumeaux. Le Mali, pays invité, était représenté par les sœurs jumelles, le général Nema Sagara et le colonel Mariam Sagara. Ce rendez-vous culturel a permis aux invités de visiter quelques sites historiques de l'Empire du Milieu. Le commentaire de Amneta Ouedrago. Province de Modianga, ville des jumeaux en Chine, a accueilli des milliers de jumeaux venus des 4 coins du monde. Notre pays est l'invité d'honneur de la 19e édition du Festival des jumeaux, ce qui renforce davantage la relation de coopération entre le Mali et la Chine. Invité officiel du continent africain, le Mali a répondu à l'appel par les jumelles générales Nema Sagara et colonel Mariam Sagara. Cette grande fête traditionnelle chinoise permet un brassage culturel entre les jumeaux de tous les continents. Parcs, restaurants, boulevards, rues, puis tous les sites d'expression culturelle ont été visités par les jumeaux du monde. Le Mali, cette fois-ci, était le seul pays africain invité officiellement pour l'occasion. Donc ça c'est un honneur pour tous, pour les Maliens et les jumeaux. Donc c'est une occasion quand même durant laquelle on a pu bien échanger avec les jumeaux venant d'un peu partout. Durant une semaine, les jumelles maliennes ont voyagé dans le passé glorieux de la Chine. Voyage souvent ponctué de défilés de mode, pas de danse, parades grandioses et dégustation des mets chinois. Les choix portés sur les jumelles militaires va bien au-delà de la célébration. Au terme des festivités, la délégation malienne a eu un échange avec les directeurs de la police des Fians ainsi qu'une visite de l'école professionnelle et de défense de la même ville.
L'édition 2025 de la Super Coupe du Général Assimi Goïta, c'est dans 2 mois. Un rendez-vous juvénile qui permet de créer un brassage interculturel. À partir de ce soir, nous vous proposons dans nos programmes des magazines sur les différentes éditions de la Super Coupe. Je vous propose de suivre un extrait du premier magazine qui sera diffusé après cette édition. C'est une réalisation de Abdul Karim Kaba. Pour le coup d'envoi de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, des matchs galas sont disputés. D'abord, la présidence de la République contre le CNT. C'est donc parti pour la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2021. Pendant 1 mois, les 10 formations, à savoir les 6 communes du district de Bamako, celles de Kati, du Conseil national de transition, la présidence et le gouvernement se sont affrontés dans la plus grande sportivité. Voilà à mettre donc dans vos programmes et c'est la fin de cette édition. En ce jour de Tabaski, merci à nos téléspectateurs de Tessit, Mondoro, Boulkessi, Maou et Mouroudia. Pensée spéciale aux femmes pour leur engagement et leur sacrifice sur les théâtres d'opération. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie.